Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, vous êtes dans QG, mais dans un autre format, un format physique, dans un studio. Et désormais, on va se rencontrer pour faire des petits numéros comme ça, pour parler de l'actualité politique. Je suis avec Brima ce soir. Brima, bonsoir. Bonsoir Bouka. Bienvenue dans QG, nouveau format. Avec plaisir. Aujourd'hui, on se voit, on va parler un peu des élections législatives en France. Et ça a beaucoup mouvementé l'actualité politique, je dirais en France, mais en dehors de la France. Tout à fait. Le premier tour a été fait le week-end dernier. On a vu les résultats. Le RN est arrivé largement en tête des résultats. Il y a beaucoup de bruit autour de ces résultats et beaucoup d'inquiétudes. J'aimerais, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles un peu de ta vision sur ce résultat. Comment tu juges aujourd'hui ce résultat affiché au premier tour? Alors, je pense que pour une fois, les sondages ne se sont pas trompés. Parce que c'est vrai que depuis l'annonce de la dissolution, donc au soir des élections européennes le 9 juin, les sondages donnaient le Rassemblement national en tête des intentions de vote. Et c'est ce qui s'est confirmé le 30 juin. Donc, ce n'est pas forcément une surprise. Et on peut d'ailleurs se poser la question, quelle était l'utilité de dissoudre l'Assemblée nationale à cette période justement quand on sait que le RN monte en puissance, on se pose la question de l'intention réelle du président Macron de dissoudre cette Assemblée. Ok, mais est-ce que cette montée en puissance, parce qu'on le constate depuis fort longtemps, dans les 10 dernières années, à l'exception au temps de Sarkozy, qui a un peu disqualifié le Rassemblement national, à l'époque le FN, mais aujourd'hui on voit que les voix se portent pour le Rassemblement national de plus en plus. On est parti d'1 million de voix, 2 millions de voix, et cette fois-ci, ça va très loin. Mais est-ce qu'il y a question de s'inquiéter, ou tout simplement, il y a une forme de protectionnisme français qui se propage, comme le Front National affiche à un moment donné, qui se propage, qui fait qu'aujourd'hui, les gens tentent à voter pour le Front National. Même pas tenter, mais aujourd'hui, ils ont l'ambition que le Front National vienne devant, parce qu'on voit avec les résultats. Oui, tout à fait. Non, je pense que pour comprendre la position du Rassemblement national, il faut le situer dans un contexte global, au niveau international. Déjà, ça a commencé avec l'élection de Trump aux États-Unis, donc, parce que Trump est sur le même axe politique que l'extrême droite. Ça s'est confirmé tout récemment en Italie avec l'élection de Giorgia Meloni. Donc, c'est un phénomène, on va dire, global qui n'épargne pas la France. Et je pense que ça s'explique déjà par cela. Et surtout européen. Et surtout européen, effectivement. Et la deuxième explication qu'on peut donner aussi, c'est que Macron, il s'est fait élire sous la promesse de ne donner aucune raison aux Français de voter pour le Rassemblement national, pour l'extrême droite. Mais 7 ans plus tard, c'est plutôt le contraire qui se produit. Donc, par quel élément concret? Par quel élément concret? Parce qu'aujourd'hui, avant, quand on voyait l'électorat de l'extrême droite était plutôt un électorat qui était plutôt nationaliste, centré sur nationaliste, anti-immigration, etc. Ça, c'est l'ADN du Rassemblement national. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des couches populaires, donc des gens qui pourraient tout à fait voter à gauche, qui votent aujourd'hui pour le Rassemblement national. Et ça, ça pose un vrai problème du fait que pendant ces années, la population française s'est aperçue comme quoi la politique menée par Macron est plutôt une politique faite pour les plus aisés, donc pour les plus riches. Et donc finalement, toutes les couches vulnérables se sentent orphelines et n'ont d'autre répit que de se replier sur le Rassemblement national. Pourquoi? Parce que contrairement à tous les blocs politiques, le Rassemblement national n'a jamais dirigé en France. Et donc il y en a qui se laissent aussi par cette tentation de se dire pourquoi ne pas tester le Rassemblement national. Mais est-ce que c'est pas un peu réductif le fait de résumer tout à la question nationale? Parce que quand on regarde la configuration géopolitique aujourd'hui, quand on fait une cartographie, chaque pays se cherche. Je prends par exemple la crise de l'Ukraine, je prends par exemple comment la position de Russie je peux dire dans les fiefs de la France, mais quand même dans les pays qui sont sous la domination diplomatique de la France. Donc il y a une forme de reconfiguration géopolitique. Est-ce que quelque part, je sais que les Français ne sont pas dupes, est-ce que quelque part, cela n'a pas un effet de l'opinion politique des Français aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, ils se penchent plutôt vers le Rassemblement national qui défend une cause nationaliste, mais qui a quand même cette volonté de s'adapter à la réalité mondiale. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Je pense que c'est plutôt un phénomène global, international qu'on peut observer à travers le monde. Maintenant, la vraie question, c'est
est-ce que l'intérêt de la France aujourd'hui, c'est plutôt de choisir une ligne souverainiste, nationaliste, indépendantiste, telle qu'est prônée par le Rassemblement national, ou plutôt avoir cette position un peu de conciliation qui a toujours été sur la scène internationale la position de la France. Ça, c'est une vraie question. Et surtout, quand on voit la position du Rassemblement national sur certains sujets d'intérêt internationaux, notamment la crise, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être un pas entier de la société française qui n'est plus forcément favorable au fait que on donne des moyens colossaux à l'Ukraine, etc., plutôt que d'investir en France, plutôt que de donner ces moyens aux populations françaises, quoi. Donc oui, effectivement, il y a toujours cette tentation qui fait que... Et c'est qui explique d'ailleurs au fait le changement de programme de RN. Quand j'ai écouté le grand débat avec Gabriel Attal, je pense qu'il y a une forme de bouleversement dans le programme du RN. Est-ce que cette orientation aujourd'hui, c'est une orientation forcée par la population française, ou tout simplement, on peut dire que le RN n'a pas les moyens de sa politique? Oui, alors justement, ça c'est une très très bonne question, parce que jusqu'ici, le RN s'était fait illustrer sur certains sujets que nous connaissons tous, notamment depuis la dernière élection présidentielle en 2022, c'est le fait de supprimer la taxe de TVA sur les produits de première nécessité, mais aujourd'hui, on voit que ce n'est plus une priorité. Ils disent que dans un second temps, ça veut dire quoi dans un second temps? Donc, en fait, le phénomène, il est celui-ci. Plus le Rassemblement national se rapproche du pouvoir, plus il est aux portes du pouvoir, plus il recule sur certains sujets d'intérêt national. Et ça pose aussi sur des sujets sensibles. Sur des sujets sensibles. Et cela pose la question de la faisabilité ou de l'applicabilité de leur programme. Parce que justement, ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont réussi à vendre aux populations jusqu'ici, maintenant qu'on peut le voir au pied du mur, eh bien, ils essayent de reculer sur ces sujets-là. Et c'est là d'ailleurs qu'on se pose la question, comme pour revenir à la situation internationale. Est-ce que ce n'est pas aussi le moyen de séduire, entre guillemets, la population électoraliste en quelque part? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le Front National ne va pas laisser son programme premier pour des raisons quelconques. Mais dans un premier temps, est-ce que ce n'est pas quelque part de... Ah oui, enfin, tu veux dire, est-ce que ce n'est pas un argument électoraliste en attendant que les élections se passent et après qu'ils reviennent sur leur programme premier? Non, personnellement, je ne pense pas que ce soit un argument purement électoraliste. C'est simplement, et d'ailleurs, ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y a eu finalement... Tu penses que c'est pas faisable? Non, je pense que c'est pas faisable. Et ça s'explique aussi par le fait qu'ils se sont ralliés à une partie de la droite. De la droite, j'allais en venir. Avec Éric Ciotti. Parce que ça, c'est aussi un autre sujet. Pourquoi aujourd'hui il ne parle plus de la révocation de la réforme des retraites? Quand on sait que, justement, parce que Éric Ciotti est favorable à la réforme des retraites telle que menée par Emmanuel Macron. Et donc, cette alliance avec une partie de la droite les oblige d'une certaine manière à revenir sur certains de leurs programmes. Effectivement, à ce niveau, on peut l'analyser comme un argument électoraliste. Mais même dans les faits, je pense que si jamais ils accédaient au pouvoir, je ne pense pas qu'ils puissent appliquer leur programme. Ouais. Dans cette affaire-là, j'ai l'impression qu'on oublie un peu l'autre extrême. La France insoumise qui est devenue aujourd'hui... Est-ce qu'il s'appelle l'extrême gauche déjà? Bon, ils sont qualifiés par la cour, je crois que c'est la cour de quoi là? J'ai oublié le nom de l'institution. Oui. Mais ils sont qualifiés, ils ont l'étiquette aujourd'hui de l'extrême. D'accord. Mais on a tendance à les oublier un tout petit peu, alors que là, ils sont, le fil conducteur de cette élection. Et comment tu opposes l'extrême droite et l'extrême gauche dans ce sillage des élections? Oui, alors déjà, on se rappelle que avant le premier tour, l'argument principal du camp macroniste, c'était d'opposer les deux extrêmes. Ouais. C'était le langage qui était utilisé. Et ça a marché. Et ça a marché, c'est à voir. Mais ce que je veux dire, c'est effectivement, aujourd'hui, il y a les deux blocs, c'est-à-dire il y a un bloc de droite mené par l'extrême droite avec le Rassemblement national et un bloc de gauche mené par la France insoumise qu'on qualifie effectivement de l'extrême gauche. Ouais. Je pense que les deux blocs ne sont pas dans la même situation parce que le Rassemblement national est en position de gouverner. Ce qui n'est pas forcément le cas avec la France insoumise. Même quand tu dis la position de gouverner, c'est-à-dire... La position de gouverner, c'est-à-dire avoir une majorité soit relative ou absolue. Ouais. Ce qui n'est pas le cas avec l'extrême gauche.
avec même si il se met avec ensemble, même si bon, il y a on va revenir à ce niveau. Oui, bon, ça, on va revenir avec la question des triangulaires, tout ça. Mais je veux dire, l'extrême droite est en position de gouverner dans la mesure où ils ont la possibilité d'obtenir à la limite une majorité relative, sinon une majorité absolue. Alors qu'aujourd'hui, au sein de la gauche, ce n'est pas forcément, c'est pas évident. En tout cas, vis-à-vis des résultats obtenus lors du premier tour. Tu parles de l'extrême gauche. De l'extrême gauche avec la France insoumise. Mais à ce niveau, ce qu'on peut dire, c'est est-ce qu'à la gauche, on n'est pas en train d'assister à une sorte d'autodestruction? Pourquoi je dis cela? Parce que quand vous regardez l'extrême gauche, sinon l'autre gauche, je pense qu'il y a l'autre gauche, le PS, les écologistes, tout ça. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en réalité, il y a une attention qui est focalisée sur la figure de Jean-Luc Mélenchon, qui est le leader de la France insoumise. Mais rappelez-vous, qui a ressuscité la gauche? C'est bien Jean-Luc Mélenchon, avec son score de 22% à l'élection présidentielle il y a 2 ans. Et surtout avec le fait d'avoir réussi à mettre toutes les forces de gauche ensemble, c'est-à-dire le Parti socialiste, LFI elle-même, aussi les écologistes, les communistes, avec la NUPES à l'époque. Et cette fois-ci, ils sont venus avec une nouvelle appellation, les nouveaux Fronts populaires. Pourquoi les nouveaux Fronts populaires? Parce que c'est aussi une façon, et en termes de lexique politique, c'est important. Parce que le Front populaire... Il ne faut pas oublier, c'est l'alliance qu'ils ont fait au sein de ce Front populaire. C'est ça. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Ça rappelle le contexte historique des années 30 où la gauche a gagné face à l'extrême droite déjà. Donc, le fait de revenir avec les nouveaux Fronts populaires, c'est une façon de rappeler qu'à l'époque, la gauche avait gagné face à l'extrême droite. Donc, une façon de nous inscrire dans une continuité historique. Maintenant, quand je dis on assiste à une sorte d'autodestruction, ça veut dire quoi? Parce qu'en mettant le focus sur la personne de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'on ne se trompe pas de combat? Est-ce qu'à la gauche, on ne se trompe pas de combat? Mais c'est lui la force quand même. Oui, c'est lui la force. C'est lui la force. Mais à quoi bon de s'attaquer à Jean-Luc Mélenchon quand on sait que le principal adversaire, c'est plutôt l'extrême droite? C'est aussi visible de l'autre côté. Quand on parle de RN aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Soit Marine Le Pen, Jordan Bardella. Il n'y a pas d'autre figure. Oui, sauf qu'à la droite, il n'y a pas une contestation à l'intérieur de la droite, donc de la droite plurielle, que ce soit extrême droite ou droite républicaine. Il n'y a pas une attention particulière pour attaquer Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Mais à la gauche, vous avez des figures de la gauche qui s'attaquent à Jean-Luc Mélenchon. Et pour moi, en fait, c'est une manière de s'autodétruire parce que au lieu d'attirer toute cette énergie... Mais justement, à ce niveau, est-ce qu'une partie ne survivra pas? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la gauche en tant que gauche, le PS... On ne parle quasiment pas de PS aujourd'hui dans le système. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une autre façon de donner ou de redonner vie à la partie de Jean-Luc Mélenchon qui est aujourd'hui sous la bannière de Nouveau Front populaire? Est-ce que ce n'est pas aussi... Bon, je dis pas autodestruction, mais ça fait pas revivre aussi l'autre côté au niveau du nouveau Front populaire. Oui, ça peut revivre, mais moi, ce que je vais dire, moi, mon analyse, elle est celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important pour la gauche d'exister déjà et de pouvoir peser sur l'esquive. Il existe. Oui, la gauche existe. Oui, la gauche existe, oui. Mais quand je dis exister, c'est avoir un certain poids pour faire face à l'extrême droite. À ce niveau, poids quantitatif. Un poids quantitatif, justement. Dans les élections, oui, dans les élections. Parce qu'effectivement, si la gauche est réellement unie, ils peuvent empêcher l'extrême droite d'accéder, d'avoir la majorité absolue. C'est tout à fait faisable. Mais à condition de laisser les querelles partisanes de côté et de se mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la force motrice de la gauche, c'est la France insoumise. Et même quand on voit en termes d'investiture, le nombre de candidats qu'ils ont, c'est la France insoumise qui a la part belle. Et donc aujourd'hui, je pense que plutôt que de s'attaquer à des personnalités qui sont dans l'extrême gauche LFI, vaut mieux peut-être utiliser cette énergie pour combattre les deux autres blocs. Ok, là ça fait transition directement. Demain c'est une journée très décisive parce que c'est le dépôt des candidatures. On voit qu'il y a eu des désistements dans le camp du parti présidentiel. Est-ce que, pour moi, Macron s'est isolé depuis un moment donné, est-ce que là, le désistement, je crois que c'est une cinquantaine ou une trentaine de personnes, est-ce qu'il ne s'isole pas davantage avec, ces résultats du week-end dernier et demain, quel scénario, toi, tu peux dresser, par exemple? Mais on n'a pas fait le résultat. Oui, parce qu'en fait, il y a eu au soir du premier tour,
il y a eu ce qu'on appelle 300 triangulaires. Triangulaire, ça veut dire il y a eu dans 300 circonscriptions électorales, donc sur 577, on a 3 candidats qui sont qualifiés au second tour. Oui. Parce que, bon, ça c'est peut-être juste la partie un peu technique pour expliquer aux téléspectateurs. En fait, en France, pour accéder au second tour lors des élections législatives, il faudrait obtenir au minimum 12,5% des inscrits. Donc, une fois qu'un candidat obtient ça, il est qualifié au second tour. Maintenant, il y a eu 300 situations comme cela, dans 300 circonscriptions. Mais, sauf que c'était hier la fin de dépôt des candidatures. Oui. Sur les 300, il ne reste que 95. C'est-à-dire qu'il y a plus de 200 désistements au profit soit d'un candidat du nouveau Front populaire, soit d'un candidat de Ensemble pour la République, donc d'un candidat du camp Macron. Donc, tout ceci est fait pour faire barrage au Rassemblement national. Et effectivement, on est en droit de se poser la question quel peut avoir l'impact de ces désistements dans le résultat des élections. Parce qu'on sait que... Et surtout sur le parti présidentiel. Oui, parce qu'on sait... Présidentiel, en fait. Oui, surtout sur le parti présidentiel, parce qu'en fait, la consigne était assez claire. C'est-à-dire, dans toutes les circonscriptions où un candidat du nouveau Front populaire était arrivé 3e, il lui est demandé de se retirer au profit de l'autre candidat en face. Mais sauf que dans le cas Macron, ce n'est pas forcément le cas, parce que Macron lui-même et certains de ses ministres, notamment Gabriel Attal, sont favorables à un désistement, mais il y a des figures de la Macronie, comme on appelle, telles que Édouard Philippe, qui n'est pas d'accord avec ça, qui renvoie encore dos à dos le Rassemblement national et LFI, la France insoumise. Et donc, c'est vrai, au niveau des états-majors des partis politiques, ça a été plus ou moins le cas. C'est-à-dire il y a une volonté de faire barrage au Rassemblement national, mais la vraie question, c'est est-ce que ces désistements seront suivis par les électeurs? Ok. Si on fait, une cartographie des électeurs eux-mêmes, donc il y a, je pense qu'il y a plusieurs nuances aujourd'hui. C'est difficile de qualifier clairement le profil des votants. En fait, il y a une forme d'ambivalence statistique entre ces profils. Aujourd'hui, quand on regarde le cas du Front National, qui a même pris en otage en termes électoralistes les fiefs du PS, est-ce qu'on veut dire que ce sont des élections de désespoir ou tout simplement c'est le Front National qui, quand même, monte en puissance de façon politique? Oui, ça revient à ce que je disais en début d'émission. C'est-à-dire que ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que l'électorat du Rassemblement national n'est plus forcément l'électorat qu'ils avaient il y a 20 ans. C'est-à-dire un électorat qui pense qu'il faut forcément stopper l'immigration, qu'on peut qualifier de raciste. On n'est plus dans ce registre-là. On n'est plus dans ces registres-là. C'est-à-dire que le Rassemblement national a réussi dans ces 10 ou 15 dernières années à élargir son électorat et à inclure justement la couche populaire de la population française. Et justement, toutes les questions liées au pouvoir d'achat font de telle sorte qu'il y en a qui se voient dans le programme du Rassemblement national. Et ça pose aussi la responsabilité de ceux qui ont dirigé... Là, on est en train d'assister à un modèle italien. Parce qu'en Italie, avec... Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Donc, finalement, je ne sais pas si elle a perdu les moyens de sa politique, mais il a révoqué une loi d'immigration qui favorise l'immigration. Est-ce que finalement, avec, ce bouleversement dans le programme du Front National aujourd'hui, on ne va pas sur le modèle italien? Oui, justement, ça c'est une question que beaucoup d'observateurs se posent effectivement, parce que quand on regarde finalement en Italie, il y a d'ailleurs plus d'immigrants qui sont arrivés avant Giorgia Meloni, après Giorgia Meloni qu'avant son arrivée. Et c'est là que ça pose la question, c'est est-ce qu'on peut stopper l'immigration à travers des textes, des lois, etc. Parce que finalement, c'est quelque chose qui est tellement plus flexible que à mon avis, c'est très très compliqué d'appliquer cela. Et c'est là justement, on se pose la question de la possibilité pour le Rassemblement national d'appliquer son programme quand on sait effectivement que l'exemple qui est à côté, donc en Italie, n'est pas forcément un exemple reluisant, quoi. Donc aujourd'hui, pour revenir à l'électorat, je pense que la responsabilité des partis de gouvernement, comme on les appelle ici en France, c'est-à-dire le PS ou les Républicains, et maintenant tout dernièrement avec Macron, ont leur responsabilité dans la montée en puissance du Rassemblement national. Parce qu'ils ont délaissé... ils ont délaissé de pans entiers de la population française et finalement qui se trouvent sans orientation et qui se rabattent sur le Rassemblement national en disant on a testé tout le monde.
pourquoi ne pas tester le Rassemblement national. Une dernière question avant de conclure. Aujourd'hui, Macron dit que si on laisse la place au RN, c'est la fin de la démocratie. Bon, véritablement, la démocratie française, c'est à discuter. Les gens qui parlent de la démocratie, ce sont ces gens eux-mêmes qui sont partis bombarder la Libye. Les gens qui parlent de la démocratie, aujourd'hui, c'est ces mêmes gens qui cautionnent les guerres dans certaines parties du monde. Et c'est véritablement, aujourd'hui, avec le nouveau profil du RN, il arrive au pouvoir, est-ce qu'on peut parler véritablement de la fin de la démocratie française? Alors, à se demander qu'est-ce que Macron appelle la fin de la démocratie, c'est vrai que quand on voit peut-être certaines prises de position de responsables du Rassemblement national, ça peut peut-être poser des questions. Mais à ce que je sache, le Rassemblement national est en train de conquérir le pouvoir par des voies démocratiques. Exactement, c'est ça que j'allais dire aussi. Par l'élection. Donc, concrètement, on ne peut pas dire que c'est la fin de la démocratie quand ils sont arrivés. Est-ce qu'ils n'insultent pas quelque part l'opinion politique française? Oui, mais justement, ça c'est aussi une vraie question parce que quand on se rappelle qu'en prenant la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, Macron a dit cette phrase en disant qu'il veut donner la parole aux Français pour une période de clarification. Ça, ce sont ses mots. Mais aujourd'hui, pour revenir à la question des désistements, quand on voit tous les désistements qui sont en train d'être faits, c'est comme une manière de confisquer la parole des Français. Ouais. Parce qu'on est en train, à travers de manœuvres politiques, de faire barrage au Rassemblement national. Quand on sait que l'idée de départ, c'était de donner la parole au peuple français. Donc, effectivement, ça, ce sont peut-être quelques écueils de la démocratie française. Maintenant, pour revenir aussi à la possibilité de diriger, donc pour les rassemblements nationaux de diriger, l'hypothèse que beaucoup émettent, c'est que Macron sait très bien qu'il est en très mauvaise posture en prenant cette décision, mais c'est peut-être aussi une façon de mettre le Rassemblement national au pied du mur, en disant mieux vaut que les Français soit au courant du fait de l'incapacité du Rassemblement national de diriger d'ici 2027, et auquel cas... Et c'est pas aussi l'effet inverse. Le fait comment dirais-je, de tester l'opinion française vis-à-vis du Rassemblement national. Oui, c'est ça. En fait, tester leur opinion en disant, bon, voyez, vous les avez élus, ils sont maintenant au pouvoir, regardez ce qu'ils vont faire d'ici 2027. Et maintenant, si jamais le résultat est catastrophique, eh bien, cela ne va pas dans ce cas, c'est une politique enfantine. En faveur de... Oui, bon, après, on peut la démocratie enfantine. Mais c'est peut-être un jeu, la politique, ça peut être aussi un jeu. Mais effectivement, c'est aussi une façon de montrer que le Rassemblement national est incapable. Vous voyez, ils sont au pouvoir. Regardez de quoi ils sont capables. Et maintenant, d'ici 2027, puisque les Français sont censés percevoir cette incapacité du Rassemblement national, eh bien, ils n'auront pas de raison de voter Marine Le Pen en 2027. Ça, c'est une hypothèse qui est évoquée par... Ok, mais si c'est un jeu, je pense que Macron a créé un jeu dont il ne maîtrise pas les règles. Donc ça lui a échappé. Mais une dernière question, on va conclure. Du coup, est-ce que nous, en tant qu'étrangers, on doit s'inquiéter? Jusqu'à quel point? Alors, oui. Bon, on doit s'inquiéter, oui, parce que je pense que l'arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir... Moi, j'ai vu ton geste, c'est comme si tu dis, mes bagages sont déjà prêts, j'ai pas... Non, mes bagages ne sont pas prêts. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que l'arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir est toujours inquiétant pour la population immigrée étrangère dans un pays. Mais en réalité, je pense que les choses ne sont pas aussi systématiques comme on le pense. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le Rassemblement national arrive au pouvoir que dès demain, tout va changer, tout va être chamboulé. Je pense qu'il y a aussi des règles qui existent, il y a des mécanismes par lesquels il faut passer. Voilà, les choses ne sont pas aussi automatiques comme on le pensait. Okay. Mais si tu as une raison de voter pour RN, c'est quoi la raison? Mais si tu as aussi une raison de ne pas voter pour RN, c'est quoi cette Moi, bon, après, déjà, je sais que je ne vote pas, déjà, et même j'aurais la possibilité de voter, je n'ai aucune raison de voter pour le Rassemblement national, tout simplement parce que quand on regarde l'ADN du Rassemblement national, ça a toujours été un parti fasciste, un parti... Mais c'est que tu ne prends pas position. Non, mais c'est le fait. Non, mais là, c'est pas... Franchement, c'est des faits. L'analyse aussi se base sur des faits. Enfin, je ne pense pas que le Rassemblement national a véritablement... D'ailleurs, ça, c'est un lapsus. Je parle de Front National plutôt que Rassemblement national. Mais je ne pense pas qu'ils ont réellement changé. Je pense que c'est toujours la même ligne sur laquelle ils continuent. Et donc, aujourd'hui, comme hier, je n'ai aucune raison
de penser qu'il faut voter pour le Rassemblement national. Merci vraiment pour ta disponibilité. Merci à toutes les personnes qui vont regarder cette émission. On se donne rendez-vous dans un autre numéro. On ne va pas rater des occasions comme ça pour parler de l'actualité politique. En tout cas, on se donne rendez-vous très prochainement. Et merci à vous, portez-vous bien et à très bientôt dans une autre aventure.